Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Harry contre-attaque. Donc, aujourd'hui, on analyse Eater Rivalry ou Rivalité passionnante. Si vous n'êtes pas un participant de Star Academy, vous avez probablement entendu parler de Eater Rivalry. pour les participants de Star Academy. Achetez le livre, réussissez à smuggle le livre, guys. Eater Rivalry est devenu si populaire que même lors de la conférence des premiers ministres provinciaux et du fédéral, on en parle. Ben oui, si vous le saviez pas, il y a eu une rencontre entre Hudson et McCartney. Oui, si vous tapez le nom de ces deux individus, vous allez voir qu'il y a eu une rencontre historique entre les deux et qu'à la fin, Hudson a donné son polar à notre premier ministre. À titre de rappel, Hudson Williams est l'acteur qui joue le personnage de Shane Hollander. Hudson Williams est canadien. Hudson Williams est canadien, mais il n'est pas seulement canadien. Il est Aussi coréen. Mais son personnage est aussi japonais. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ben oui, ça nous fait penser à Yuri on Ice. Parce que si vous le saviez pas, Yuri on Ice, c'est un animé qui raconte l'histoire de Yuri Katsuki, qui est un patineur artistique qui a de la difficulté à performer. Sauf que tout change lorsque son idole, Victor, tombe sur une de ses performances où il reprend son numéro qu'il avait fait quelques années auparavant. Et ça nous mène à l'animé Boys Boys, le plus assumé, non assumé de romance entre un japonais et un russe. Puis ça, c'est clair que ça nous fait penser à Eater Rivalry. Ça nous fait penser à Eater Rivalry parce que l'autre personnage principal, Ilya, est russe. Et Shane Hollander, son personnage, représente un joueur de hockey moitié canadien, moitié japonais. Et donc, quoi de mieux pour marquer les 10 ans de l'animé de Yuri on Ice que d'écouter Eater Rivalry? Maintenant que la glace est brisée, on peut continuer à parler de Eater Rivalry plus en détail. Et oui, parce que la politique, c'est partout. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, notre but n'est pas de ruiner cette magnifique série. C'est en réalité super positif ce qu'on a à dire. Et ce film fait la promotion d'un soft power timide canadien. Comme on l'a dit dans plusieurs de nos épisodes précédents, dont Blackberry et Turning Red, le Canada est souvent utilisé par les compagnies hollywoodiennes ou autres pour filmer ou même réutiliser des acteurs québécois ou canadiens parce que ça coûte moins cher. Dans une entrevue, un des acteurs a même affirmé que Jacob Ternier, le réalisateur-directeur de cette série, avait prévu de la tourner aux États-Unis, mais qu'à la dernière minute, il a changé d'idée et il l'a fait au Canada. Et ça a eu un impact majeur dans la réalisation parce que, par exemple, les scènes de proximité entre les deux acteurs principaux ne se produisaient qu'à l'épisode 5 de la série, qu'on rappelle a seulement 6 épisodes. Imaginez si on avait dû attendre jusqu'à l'épisode 5. Ça aurait changé beaucoup de choses. Donc, le fait qu'ils tournent au Canada et qu'ils puissent mettre ces scènes de proximité-là dès l'épisode 1 représente un Canada beaucoup plus ouvert d'esprit. Et oui, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on voit la différence entre le Canada et les quelques scènes dans lesquelles on voit Ilya retourner en Russie. Oui, parce que Ilya Rozanov, qui est russe dans la série, parce que l'acteur est en fait américain, va retourner en Russie voir son père et son demi-frère plus vieux. Et les deux sont quand même assez fermés à la communauté LGBTQI+, alors que les jeunes de sa génération, qu'on pourrait qualifier de génération Z, sont très ouverts à cela, comme Slevana et son cousin. À défaut d'être ouvertement ouverts dans leurs paroles, ils le sont dans leurs actions. Notamment, on va souligner le fait que le cousin de Svetlana va fréquemment à Paris, qui est considéré comme étant plus permissive en termes de mœurs. C'est d'autant plus politique qu'on sait qu'une des chansons thème de la série, qui se nomme All the Things That You Said, chantée par le groupe Tatu, est en fait un produit du soft power russe. Parce que oui, Tatu est un groupe formé de deux jeunes filles quand elles avaient 17 ans par des oligarques russes qui voulaient répandre l'influence de la Russie à l'international. Donc, ils se sont dit qu'elle allait faire un groupe de lesbiennes, entre guillemets,
Mais les deux jeunes filles n'étaient pas nécessairement lesbiennes à l'époque. Et même, selon certaines sources en ligne, une des deux chanteuses du groupe a même tenu des propos homophobes dans les dernières années, disant que si son fils était gay, elle ne le reconnaîtrait pas. Alors cette chanson est un produit pur du soft power russe. Et donc, ça démontre que le soft power et l'image des États est extrêmement importante pour les États, étant donné que ça peut influencer leur réputation à l'international et potentiellement fermer des portes à certaines ententes en raison de prise de position. Par exemple, ces dernières années, si vous êtes attentif, vous avez remarqué qu'on mentionne de moins en moins la Russie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et c'est pas à noter le fait que cette série décide de mentionner la Russie malgré le contexte tendu autour de ce pays. Dans les faits, ce qui est un peu ironique, c'est que le livre est publié en début 2019. Est-ce qu'on se rappelle de ce qui se passe en 2019? L'invasion en Ukraine. Et donc, c'est ironique que ce livre soit sorti alors qu'il y avait l'invasion en Ukraine. Évidemment, on ne suppose pas qu'il y a forcément un lien. Ça reste que l'autrice du livre, Rachel Reed, est canadienne. Elle vient de la Nouvelle-Écosse. L'image est vraiment importante. Et quoi de plus important que l'image des États au moment des Jeux olympiques? Parce que oui, les Jeux olympiques sont représentés dans la série et c'est quand même une drôle de coïncidence que, au moment de l'enregistrement, nous sommes qu'à une semaine des Jeux olympiques de Milan 2026. Et oui, si vous avez bien écouté nos derniers épisodes, vous savez que les Jeux olympiques est à la base hyper politique. Parce que pourquoi les Jeux olympiques ont été créés? À l'origine, les Jeux olympiques ont été créés à l'époque de la Grèce antique, pendant une guerre entre deux cités. Et donc, cette politisation s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Par exemple, saviez-vous qu'une édition des Jeux olympiques s'était déroulée alors que l'Allemagne était occupée par les nazis? Lors de ces Jeux olympiques, Jesse Owens, un athlète d'origine afro-américaine, a raflé une majorité des médailles dans sa discipline et on a refusé de lui remettre la médaille en raison de sa couleur de peau. Malgré tout, la réalisatrice des documentaires du Reich a quand même décidé de filmer un documentaire qui relatait les faits exacts qui s'étaient produits lors de ces Jeux olympiques et non modifier la réalité pour mieux servir les intérêts du parti nazi. Et cette politisation s'est aussi poursuivie lors des autres éditions des Jeux olympiques. Notamment, dans Eater Rivalry, on fait référence aux Jeux olympiques de Sochi en 2014. Si vous venez du Canada, vous vous souvenez peut-être des émissions d'Infoman sur la question. On démontrait que des bâtiments avaient été recouverts de bâches afin de cacher les défauts du pays. Parce que comme on l'a dit dans Astérix et Obélix aux Jeux olympiques, les Jeux olympiques sont une occasion pour les pays de se montrer à leur meilleur. Mais c'est aussi l'occasion de passer des messages politiques. Pourquoi on mentionne les Jeux olympiques de Sochi dans Eater Rivalry? Ça sert d'illustration que faire partie de la communauté LGBTQI+, n'est pas accepté dans tous les pays, notamment en Russie. Mais ce n'est pas le cas au Canada, parce que si vous vous souvenez bien de la fin super adorable de Eater Rivalry, dans cette fin, on explique que la solution pour que Ilya et Shane puissent être ensemble, c'est que Ilya soit Marie Sledmana ou fait partie de l'équipe de hockey de Ottawa, et donc qu'il émigre au Canada. Parce qu'au Canada, c'est OK. Juste la fin de Eater Rivalry, ça, oui, à nous montrer que Shane et Ilya sont super cute ensemble, mais aussi à réaffirmer le fait que le Canada est un pays qui est ouvert et a été formé de migrants. Dans des entrevues dernièrement, François Arnaud, l'acteur montréalais qui joue le rôle de Scott Hunter, le capitaine de l'équipe de New York dans la série, a dénoncé le fait que dans la LNH, Ligue nationale de hockey, il n'y avait pas de joueurs
autres, entre guillemets, donc de joueurs faisant partie ouvertement de la communauté LGBTQI+. Et que présentement, on promeut beaucoup cette série-là à travers la LNH, mais on ne promeut pas l'ouverture d'esprit de la communauté de hockey dans le sens que dans la LNH, soit ligne de hockey masculine, il n'y a aucun joueur autre, je viens de le dire. Par contre, on pourrait aussi critiquer le fait que, dans une perspective féministe, qu'on ne voit pas la représentation des femmes parce que dans le hockey féminin, soit dans la LPHF, donc la Ligue professionnelle de hockey féminin ou en anglais Professional Women Hockey League, il y a plusieurs femmes ouvertement lesbiennes, comme la capitaine et l'assistante capitaine de l'équipe de la Victoire de Montréal qui sont Marie-Philippe Poulin et Laura Stacey. Marie-Philippe Poulin et Laura Stacey sont mariées. Les sports masculins, qui sont dits très masculins, comme le football américain ou le hockey, on attend certains comportements des joueurs et que ça peut créer peut-être une petite fermeture à un autre type de modèle qui n'est pas celui du modèle classique masculin, comme par exemple faire passer la communauté LGBTQI+. Ça nous permet de poursuivre la période avec les théories féministes en parlant de la représentation des groupes marginalisés. Parce que dans les théories féministes, l'emphase est mise sur les groupes marginalisés, donc les groupes qui sont peu étudiés, peu vus ou en marge de la société, tels que les femmes ou encore les personnes migrantes. Dans ce cas-ci, oui, il y a la communauté LGBTQI+, mais en plus, il y a la communauté métisse. Donc, Shane Hollander, qui est moitié japonais, et l'acteur qui est en fait moitié coréen. C'est d'autant plus intéressant quand on sait que si vous avez regardé des vidéos sur le Japon récemment et sur les personnes qui sont métisses, dites AF, on sait que leur traitement au Japon varie vraiment beaucoup des environnements et que jusqu'à récemment, le fait d'être métis n'était pas célébré. Et donc, ça renforce l'idée que le Canada est vraiment une terre d'accueil qui est ouverte d'esprit malgré tout ce qui se passe dans le monde. C'est d'autant plus intéressant de savoir que cette série met en valeur un acteur qui est moitié coréen, moitié canadien et dans la série moitié japonais, moitié canadien, parce que quelles sont les cultures populaires les plus populaires en ce moment? La K-pop, la J-pop. Les animés. Et les animés ont même mené à un mouvement transnational de soulèvement dans la génération Z. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez lire notre article que nous avons publié à ce sujet dans le journal Les Alternatives. Si on en revient aux communautés post-marginalisées, on peut parler de la communauté francophone. Dans la série, la communauté francophone est quelque peu représentée. Oui, il est vrai que Shane Hollander parle un peu français, mais si vous l'avez remarqué dans les entrevues, comme par exemple, il y en a une qui a été faite avec Kobe, qui est le producteur, réalisateur, animateur du podcast IA. Connor Story, l'acteur qui joue Ilya Rozanov, parle mieux français que la personne canadienne, je crois, William Hudson. C'est quand même ironique. Mais c'est aussi intéressant de noter que Connor Story a quand même fait l'effort de parler en français, sachant qu'il était à Montréal. Et sachant qu'il est 100% américain. Dans la série, on représente nos 22 comme faisant partie d'une équipe de hockey à Montréal qui s'appelle les Montreal Voyageurs. Et c'est intéressant parce que, si vous vous souvenez bien, Québec avait une équipe de hockey qui s'appelait les Nordiques. Et si on compare le chandail des Montreal Voyageurs à celui des Nordiques, on voit beaucoup de similitudes, notamment en termes de palette. Et c'est aussi intéressant de noter que les multiples fois où on voit Shane discuter avec ses coéquipiers, on entend à plusieurs reprises les gars de l'équipe parler en français ou parler anglais avec un gros accent québécois, ce qui est rare. Généralement, les acteurs québécois qui vont jouer dans des séries américaines, canadiennes, anglaises ou à l'étranger vont essayer de faire disparaître leur accent québécois pour mieux se mettre dans la peau du personnage. Et donc, c'est rare qu'on entend l'accent d'un Québécois qui parle anglais au petit écran. Par exemple, vous l'avez sûrement reconnu, il y a Sophie Nellis, l'actrice qui joue Rose. Dans les faits, dans la série, elle est 100% américaine, mais dans la réalité, c'est une actrice québécoise. Elle a aussi un de ses rôles marquants, fut celui dans le film La voleuse d'olives.
Et c'est elle qui a même fait le doublage français de son propre personnage. Elle a utilisé un français international. De même que François Arnault, comme je l'ai dit précédemment, il est québécois, il joue le personnage de Scott Hunter, et vous l'entendez, quand il parle en anglais, il n'a pas d'accent québécois. Donc, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que les acteurs qui viennent du Québec dans la série ont juste fait disparaître leur accent. Et c'est aussi intéressant de noter que c'est avec le personnage de Rose Landry et son amie à elle que Shane commence à se poser des questions sur s'il ne serait pas intéressé plus par les gars que par les filles. C'est en étant à Montréal et en étant dans une genre de relation avec Rose Landry qu'il commence à réellement se poser des questions à savoir si sa relation avec Ilya ne serait pas plus amoureuse qu'il ne pense. Et c'est aussi intéressant de noter que l'histoire de la rencontre entre Rose Landry et Shane Under est le fait que Rose Landry est en train de tourner un film à Montréal. Mais ça, c'est pas anodin, parce que dans la réalité, plusieurs productions américaines viennent à Montréal pour tourner leurs films. Parce que ça coûte pas cher et parce que c'est facile d'utiliser différentes parties de Montréal pour représenter à la fois l'Europe, les États-Unis ou d'autres pays. Comme la Russie. Parce que oui, les scènes qui se passent en Russie sont en fait tournées en Ontario. Et même, il y a un moment, une scène très précise où Ilya et Shane courent, et on dit que Shane court au Canada et que Ilya court en Russie, mais dans les faits, ils sont juste à quelques kilomètres de distance. La magie du cinéma! En parlant de tournage, on pourrait critiquer un peu le fait d'avoir beaucoup d'acteurs américains. Pour la saison 2, j'espère personnellement qu'il va y avoir une plus grande représentation des acteurs canadiens dans la série. Parlons du Canada. Est-ce que vous avez remarqué que les chansons dans la série sont tout autant en français qu'en anglais? Ça, OK, on peut se le dire, ça vient fort probablement du fait que le Canada a financé la série et que dans les critères pour avoir l'argent pour tourner la série, il devait avoir le fait que la moitié des chansons soient aussi en langue française qu'anglaise. Mais quand même, ça promeut le fait que le Canada parle français et anglais, et ça promeut aussi la culture francophone canadienne. Eated Rivalry est la promotion d'un soft canadien dans le contenu de la série, mais autant dans le contenant de la série. C'est-à-dire que le fait que Eated Rivalry est devenu une sensation mondiale du jour au lendemain fait en sorte que beaucoup de gens se posent des questions sur Internet. Les gens qui n'ont jamais vécu à Montréal ou au Canada se posent beaucoup de questions, notamment à savoir si le chalet, donc un chalet, on définit un chalet par une résidence seconde qui est souvent en campagne, puis qu'on utilise le week-end, la fin de semaine. Des gens ont posé des questions sur des forums, sur Reddit, à savoir si le chalet de Shane était réaliste ou non, avec toutes ses fenêtres. Et une Québécoise ou Montréalaise a fait un Reels expliquant qu'elle avait dû expliquer à des internautes mexicains pourquoi c'était réaliste. C'est réaliste parce que on a une compagnie d'État qui s'appelle Hydro-Québec qui produit l'électricité grâce à l'énergie produite par le passage de l'eau dans des turbines. Et grâce à ça, ça fait en sorte que l'électricité ne coûte pas autant, par exemple, qu'aux États-Unis. Et ça permet d'avoir des chalets qui ont beaucoup de fenêtres parce que le chauffage ne coûte pas cher. Enfin, ça fait la promotion du soft power canadien à l'international parce qu'on nomme plusieurs fois des éléments de la culture canadienne, comme l'université McGill, ou même sur les réseaux sociaux, les gens deviennent intéressés par Ottawa, qui est dans les faits, pour plusieurs Canadiens, une ville ennuyeuse. Et c'est devenu une telle sensation que plusieurs pages comme l'Université McGill, la ville d'Ottawa, vont faire des posts de revendiquants d'un des personnages. Ottawa va se revendiquer comme étant la ville de naissance de Shane Hollander, alors que, si je me trompe pas, c'est à Vancouver, BC, vont se revendiquer comme étant le lieu de naissance de l'acteur qui joue Shane Hollander, soit Hudson Williams. Et c'est devenu un tel point important dans la culture populaire qu'en Ontario, le 29 janvier, fut 2026, ils ont signé un acte proclamant cette journée-là comme étant la journée nationale de Shane Hollander. Et ça prend des proportions telles que ça s'exporte à l'international. Savez-vous le nombre de cérémonies de prix auxquelles Connor et Hudson ont été invités? Beaucoup. Et ils ont aussi été invités à la Fashion Week. De même qu'ils ont été invités à porter la flamme olympique en Italie. Bref, c'est la preuve que la culture populaire a un impact très important en politique. Et que ça permet de promouvoir une image très positive du Canada et ça renforce la position du Canada à l'international au lendemain du discours du premier ministre McCartney à Davos sur le fait que le Canada est un acteur à part entière,
qui a ses propres positions et qui va désormais vraiment jouer le jeu politique. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de aimer cette vidéo, de nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et de vous abonner à notre chaîne pour voir nos prochaines vidéos. Donc, sur ce, on vous dit go Habs go parce qu'on vient de Montréal et ciao! Ciao!